J'ai pas le son. Mets le son. Donc, il va activer son micro. Parfait. Et là, partager son écran. Oui, dès que j'arrive chez moi. Dans 5 minutes. Voilà, ok. Bonjour, bonjour à tous. D'abord, je vous annonce cette conférence aujourd'hui, conduite à tenir devant une métastase osseuse révélatrice. Donc, on est dans le dur, quoique le dur est souvent d'ailleurs un petit peu mou. Et lundi prochain, je vous ferai conduite à tenir devant une tumeur des parties molles. Les métastases osseuses sont indiscutablement un des points d'avenir, si je puis dire, de notre spécialité, eu égard à leur fréquence, à la plus grande longévité des tumeurs primitives qui fournissent ce type de complications. Et dans les années à venir, c'est une pathologie qui va aller en grande augmentation. Donc, c'est un point extrêmement important. Le fait de parler, d'attaquer ce sujet par les métastases révélatrices, qui est un petit bout de la lorgnette, permet d'être un petit peu original, mais va de toute façon me conduire à donner des grandes idées sur la prise en charge moderne, actuelle, des métastases osseuses. Vu ma spécialité que vous connaissez tous, ça tournera autour du squelette périphérique. J'évoquerai de temps en temps, mais ce n'est pas dans mes compétences, le rachis, parce que nous avons les mêmes patients à gérer que nos collègues neurochirurgiens. Quelle est la définition qu'il faut retenir de ces métastases osseuses, dont l'acronyme fait MOR, sans jeu de mots et sans illusion, sans allusion. C'est une métastase qui révèle de manière anatomique ou plus ou moins clinique la tumeur primitive. Celle-ci ayant eu des signes cliniques qui ont été négligés par le patient ou cette tumeur primitive n'a donné aucun symptôme apparent. C'est une espèce d'orage, d'éclair qui arrive dans la tranquillité de la clinique. C'est ce principe cette localisation osseuse révélatrice arrive en troisième position, derrière des tumeurs qui se révèlent par d'autres métastases, des adénopathies ou des métastases hépatiques. Donc, ce n'est pas la seule circonstance à révéler une tumeur primitive. Vous connaissez tous ces 5 tumeurs ostéophiles qui sont les plus souvent responsables de métastases osseuses et que nous allons retrouver. On peut tous les réciter ensemble: le sein, le poumon, le rein, la prostate et la thyroïde. Tout le monde se rappelle ces 5 tumeurs ostéophiles. Eh bien, ici comme ailleurs, dans tous les chapitres qui ont trait à la pathologie tumorale osseuse, l'épidémiologie a une très importante impact sur le diagnostic. Il faut en permanence se rappeler ce type de tumeur, leur fréquence, et se dire que si on est en face d'une métastase révélatrice, eh bien, dans l'immense majorité des cas, on va tomber sur un de ces 5 compères. Cette épidémiologie, vous la retrouvez dans la fréquence globale des tumeurs. Chez l'homme et la femme, les deux plus fréquentes sont le sein, chez la femme, bien sûr, la prostate chez l'homme. En premier, quel que soit le tableau clinique, avec ou sans métastase. Le poumon arrive en troisième position, donc vous voyez, on a déjà 3 de nos 5 tumeurs ostéophiles. Ensuite, pas très loin arrive le rein, avec sa prédominance masculine. Pas très loin arrive par contre la thyroïde, que l'on rencontrera assez rarement, avec sa prédominance féminine. Voilà les 3 objectifs que je vous propose de développer devant vous dans ce sujet sur les métastases révélatrices. Reconnaître l'étiologie, identifier la tumeur, traiter le site tumoral et la maladie métastatique.
c'est le début de la maladie qui commence par la métastase. Donc, il va falloir traiter les deux aspects de cette maladie. Pour reconnaître l'étiologie métastatique, on va se servir du contexte clinique, de la radiologie, et de la littérature et de l'expérience, finalement, de cette fameuse épidémiologie dont j'ai déjà parlé il y a quelques instants. Le contexte clinique. Bien, on reconnaîtra l'étiologie métastatique lorsque un patient aura une tumeur à localisation osseuse qu'il aura plus de 50 ans. On va même tout à l'heure dire plutôt d'ailleurs 60. Mais à partir de 50 ans, 60, on pense à métastase. Avant, ça devient un petit peu exceptionnel. Toujours pareil, cette épidémiologie. Chez la femme, on passera sein, chez l'homme, la prostate. L'addiction, regardez les doigts de vos patients quand ils vous consultent. S'il a les impacts cutanés du tabagisme, vous avez déjà une petite orientation de diagnostic. Regardez les symptômes cliniques, altération de l'état général. Regardez les signes spécifiques, aggravation d'une dyspnée. La patiente qui vous dit « j'ai une boule dans le sein depuis quelque temps ». Ou bien le patient qui vous dit « j'ai de la difficulté à uriner et je me lève X fois par jour ». Par nuit d'ailleurs, ce n'est pas par jour. Le contexte radiologique, c'est sûr que si on n'a qu'une seule tumeur, ça devient un petit peu délicat. Mais dès qu'il y a plusieurs tumeurs, on est dans l'ambiance métastatique. La tumeur métastatique est en général ostéolytique. Il existe quelques tumeurs ostéocondensantes, on le sait. Ce sont des tumeurs issues plutôt de la prostate ou bien des tumeurs déjà soignées, mais on n'est pas dans le contexte. La tumeur est multisite. On connaît les sites préférentiels des métastases, vertèbres, bassin, côte, fémur, humérus proximal. La tumeur ostéolytique multisite, elle est diaphysaire ou métaphysaire ou diaphysométaphysaire, exceptionnellement épiphysaire. La lésion est de grande taille et elle est multifocale au niveau de l'os. Vous avez deux exemples hyper caricaturaux, à droite le bassin et le fémur. La tumeur ostéolytique, elle est géographique, mais souvent on s'aperçoit que les corticales sont vermoulues, c'est un terme utilisé par nos collègues radiologues, et bien sûr interrompues, voire fracturées. Donc cette sémiologie radiologique de la métastase, elle est caricaturale. Y a-t-il des diagnostics différentiels? Oui, et encore beaucoup d'auteurs mélangent les choses. C'est le myélome multiple qui est en fréquence, se situe vers la 3e ou la 4e rang épidémiologique sur le tableau que vous avez vu tout à l'heure, où il y avait sein, poumon et prostate, et le myélome se retrouve dans ces domaines-là. Et vous avez trois exemples radiologiques qui s'affichent. Ces lésions, vous voyez, qui sont épiphysaires là, dans le myélome, avec ces deux os de l'avant-bras et le pouce, et ce tibia avec cette lésion épiphysaire distale. C'est un myélome. Le lymphome qui peut donner des caractères aussi multifocaux et multisites. Mais finalement, vous voyez, il y a peu de diagnostics différentiels. Je ne vous fais pas, vous savez très bien que le myélome se diagnostique sur le plan biologique. Quelles sont les données de la littérature et l'expérience? Finalement, les données épidémiologiques. Je vais en retenir 4. Un papier français qui est extrêmement costaud, la Sofcote, qui en 2017 a donné comme sujet les métastases rachidiennes et osseuses à gérer, un papier japonais sur lequel j'insisterai lourdement, et un travail interne au service avec certains d'entre vous qui m'ont donné un sérieux coup de main pour voir un petit peu ces dossiers. Alors d'abord, le papier français qui est déjà un petit peu ancien, 2007, avec pour titre, bien évidemment, vous aurez le diaporama avec vous. Ça sera donc très facile de retrouver ces différents actifs si vous voulez aller plus loin. Donc, cette équipe a pris entre 1990 et 2000, à tout venant, leurs 152 métastases révélatrices osseuses. Prédominance masculine, ce n'est pas très important. Ce qui est important à noter, c'est l'âge, vous voyez, autour de 63 ans. Et puis, vous voyez apparaître 3 étiologies pour lesquelles ils sont arrivés à poser le diagnostic. Le poumon en tête de liste, la prostate, le sein, et puis en bas, en dernière position, et on y reviendra longuement,
l'inconnu. C'est-à-dire que sur le premier bilan, comme l'avaient fait ces auteurs, Senti, scan, marqueurs tumoraux et biopsie, eh bien, il y avait des diagnostics inconnus, mais on y reviendra. Ça, c'était la première notion épidémiologique issue de la littérature française. La SOFCOT. La SOFCOT, donc, en 2017, m'avait confié avec Frédéric Saillant, qui est un collègue parisien neurochirurgien, enfin, qui fait de la chirurgie du rachis, la gestion de cet énorme chapitre que sont les métastases. Et on avait, sur le squelette périphérique, opéré. J'insiste bien sur cette notion parce qu'elle est importante. Ça veut dire que ça ne représente pas du tout l'ensemble des métastases osseuses qui peuvent être révélées, mais qui n'ont pas été opérées. Métastases se révélant sur la scapula, sur une côte, sur un bassin, sans qu'il y ait d'intervention chirurgicale. Dans cette collectif, vous voyez, il y avait 18% des patients qui ont commencé leur maladie par une métastase périphérique. Et vous retrouvez les étiologies, le poumon, la thyroïde de manière assez extraordinaire, on va dire, non ordinaire. Et vous retrouvez aussi un contexte encore plus important où la métastase était révélatrice et révélatrice par une fracture. Donc un patient qui arrive vraiment dans un contexte d'urgence, j'allais dire, absolue. Ce chiffre va être à nouveau retravaillé. Quand on regarde toujours dans ce même contexte, dans ce même symposium, quand on regarde par localisation tumorale, on s'aperçoit que l'humérus, alors que ce n'est pas un os portant, eh bien, une fois sur deux, la maladie a débuté par une métastase osseuse. Et 30% des cas, c'était par une métastase fracturée et d'origine rénale. Vous voyez, c'est le résultat de l'épidémiologie, comme si le rein envoyait préférentiellement des métastases à l'humérus pour se révéler à la médecine, aux patients, et en étant fracturé. Pour le rachis, j'avais dit que j'en parlerai, une fois sur trois, la métastase rachidienne a révélé un cancer et c'était très souvent un cancer pulmonaire. Vous voyez, c'est des choses que l'on retient un peu comme des aphorismes et on y pense quand on est dans une démarche diagnostique. Voici l'exemple qui s'affiche. Donc, vous revoyez la fracture pathologique de l'humérus. Vous voyez le PET scan avec la localisation rénale qui s'affiche et le traitement. La série japonaise. Alors, cette série japonaise, elle est plus que costaud puisque sur 2641 métastases squelettiques collectées sur 12 ans, ça fait 220 métastases révélatrices par an, soit 10%. Vous retrouvez les fameux 65 ans, qui vous donnent une idée. Vous retrouvez l'identification du primitif, pour lequel ils sont arrivés 9 fois sur 10. Dans 10%, ils n'y sont pas arrivés. Là aussi, on y reviendra. Et nous retrouvons notre quantité de patients, toujours le poumon, en tête de liste, une fois sur 4. Le myélome, pour vous le rappeler, la prostate 10%, les lymphomes 10%, et puis les autres un petit peu plus derrière. Donc, vous voyez toujours des chiffres que l'on retrouve et qui sont à peu près constants. Quatrième et dernier élément de diagnostic, une enquête de 2016, c'est du prospectif observationnel uniquement de métastases périphériques. Ça a été fait dans le service et aidé par certains d'entre vous. Eh bien, le poumon est caché, mais c'est 16 qu'il faut lire. Il y a eu, pendant cette année-là, on a traité chirurgicalement, j'insiste, c'est donc un reflet très particulier, 60 patients avec 63 métastases, et il y avait 24 seins, 16 poumons, et ainsi de suite. Et ces métastases ont été révélatrices 3 fois, et ce qui fait 5,5%. Et je vous donne déjà la rapidité avec laquelle le diagnostic a été fait. Il y avait 2 étiologies rénales. Le diagnostic a été fait à J0 et à J1. Et une étiologie pulmonaire, le diagnostic a été fait à J1. Cela me permettra d'introduire tout à l'heure cette notion d'examen complémentaire et de conduite à tenir. Voilà l'exemple qui s'affiche. Vous avez vu cette ostéolyse fémorale proximale, surtout évidente sur les clichés scanner, le scanner thoracique et
le TEP scan où vous avez les deux localisations, le fémur proximal et le poumon. Le diagnostic a été vite posé. J'évoquerai là aussi, parce que ça a une connotation épidémiologique très nette, le cas particulier des acrométastases. Une acrométastase est une métastase qui survient, c'est la définition admise, au-delà de l'internie du genou et de l'internie du coude. Ça intéresse 1 sur 1000 des foyers métastatiques et vous avez un référent, une bibliographie référencée, vous avez un exemple radiologique. Voici un exemple du service, entre guillemets. 1 fois sur 2, c'est le poumon. Voyez, les acrométastases, 1 fois sur 2, c'est le poumon. C'est l'exemple qui s'affiche. Vous voyez, c'est un radius au tiers moyen. Eh bien, vous avez le scan thoracique et la radiographie d'ailleurs du poumon. C'était l'origine de ce cancer qui a débuté par cette localisation. C'est un cas particulier, mais on le retient. 1 acrométastase sur 2 vient du poumon. Je vous propose cette conclusion intermédiaire pour bien fixer les idées. 5 à 10% des cancers solides se révèlent par une métastase osseuse. Le poumon est le cancer qui se révèle le plus souvent par l'os. La sémiologie radiologique et le caractère multifocal est un argument fort en faveur d'une étiologie métastatique. C'est ce que l'on tire de l'épidémiologie. Deuxième objectif, identifier la tumeur primitive. Par quels examens et quelle est la valeur diagnostique de ces examens? Alors, je reviens sur cet article absolument incontournable japonais de M. Takagi avec M. Katajiris, un nom que l'on retrouvera, un nom extrêmement important dans la prise en charge des métastases sur le plan international. Alors, ils se sont penchés rétrospectivement sur la manière d'arriver au diagnostic de ces 286 cas. Dans 2% des cas, l'histoire médicale était caricaturale. Ça ne fait pas beaucoup. Hein. L'examen clinique, dans 4% des cas, 4 seins, une thyroïde, 4 seins parce qu'il y avait une tumeur énorme, thyroïde parce qu'il y avait un goitre énorme, ils sont arrivés au diagnostic. Et vous lisez comme moi la manière, le pourcentage à laquelle chacun de ces examens a permis avec certitude de faire le diagnostic. Vous voyez 1 fois sur 3 le scanner et 20% des cas la biopsie et les marqueurs biologiques et les marqueurs tumoraux, en particulier pour la prostate bien évidemment, ont fait le diagnostic. Donc cette étude critique des différents examens est extrêmement intéressante. Ce qui fait que en se focalisant sur le scanner, on peut dire que le scanner corps entier a identifié le primitif 1 fois sur 2. Il a identifié, par exemple, 90% des cancers du poumon et 98% des cancers du sein. Le scanner abdominal a permis 100%, mais vous voyez, le chiffre n'est pas très important en quantité, de faire le diagnostic de cancer du foie et de cancer de la prostate. Donc, vous voyez que le scanner paraît un examen extrêmement intéressant. Voici un exemple caricatural. Un patient qu'on m'adresse en urgence parce qu'il avait mal à l'épaule. C'est un homme de 75 ans qui venait de finir, il était à la retraite certes, mais il venait de finir de construire la maison de son petit-fils. Et on lui a dit, en passant à l'hôpital de X et en voyant la radio, je répète, en voyant la radio, c'est rien, vous avez un peu trop travaillé, c'est une rupture de la coiffe des rotateurs, ça va passer, ça va passer. Je le vois bien sûr dans cet état et grâce à mon charme que tout le monde connaît, j'ai réussi d'obtenir, grâce à nos petites radiologues du sexe dit faible, le scanner qui a été fait le jour de la consultation. Il venait d'assez loin, hein, dans notre département. Le scanner, il était évident que c'était une ostéolyse majeure. Il était évident qu'il y avait quelques lésions métastatiques pulmonaires. Il était évident qu'il y avait une métastase au niveau du rachis et que le diagnostic venait du foie, venait du rein, hein, de manière tout à fait évidente. Vous voyez, dans la journée, à J0, le diagnostic quasi certain a été fait. Pour revenir à cet article et avec cette courbe qui est assez intéressante de ce même auteur, les examens conventionnels que je viens de voir, 3 fois sur 4 font le diagnostic, les examens et la biopsie font le diagnostic d'origine de la métastase révélatrice 9 fois sur 10. La biopsie. Alors la biopsie, elle va être discutée un peu dans le cadre d'une RCP dédiée
dédiée métastases osseuses. On en a une à l'Oncopole, vous le savez, c'est un vendredi sur 2 l'après-midi. Et puis, il y en a une qui est hebdomadaire et qui est pour, entre guillemets, tumeur primitive. Et je pense que c'est là où, tant qu'on n'a pas fait le diagnostic, peut se discuter la biopsie. En tout cas, le geste biopsique doit être discuté parce que c'est ou le radiologue ou nous qui faisons la biopsie. Et ça, c'est discuté avec l'anatomopathologiste. Et oui, il va nous dire, moi, je veux un bon prélèvement, je veux du tissu, j'en veux en quantité, je veux de l'os, je veux des parties molles. Et puis, nous-mêmes, le chirurgien ou l'oncologue va dire, ah oui, mais il y a la difficulté du site préleveur. Vous voyez, et de tout ça va sortir la conclusion et celui à qui va être confié le bras armé pour faire le diagnostic. Les règles et techniques sont en effet impératives. D'abord, il faut renseigner l'anatomopathologiste, bien évidemment, hein, et lui proposer une hypothèse, lui dire attention, nous cherchons telle ou telle chose. Ça, c'est très important. C'est très important pour lui parce que il va faire de l'immunohistochimie, il va rechercher des marqueurs tumoraux. Alors encore, faut-il lui dire, nous cherchons une métastase. Et il va pouvoir identifier telle ou telle métastase d'emblée. Il faut un prélèvement abondant en site et un site le plus démonstratif. Donc, vous voyez, il y a une discussion sur comment faire la biopsie, ça c'est très important. Alors, le délai de réception, c'est schématique, hein, au-delà de 8 jours, s'il y a un prélèvement osseux, un peu moins de 8 jours, s'il n'y a que des tissus mous, on peut avoir une réponse rapide. Et encore, il y a quand même la nécessité de faire des études avec des marqueurs tumoraux et ça prend un tout petit peu de temps. Vous avez ces 2 références qui sont affichées, qui sont parfaitement accessibles. C'est le bulletin du cancer. C'est déjà un petit peu vieux, 2013. C'est un groupe dans lequel je fais partie qui s'appelle le GEMO, groupe d'études européennes des métastases osseuses. Et il y a une dizaine d'articles qui sont incontournables et en plus, ils sont écrits en français. Vous avez l'exemple qui s'est affiché. Sur ces prélèvements qui venaient du fémur, on retrouve que des cellules claires issues d'un carcinome rénal. Le diagnostic, il est fait sur la morphologie de la biopsie. On trouve du rein au niveau de l'os, ça ne peut être que des métastases. Et puis, il y a des échecs d'identification. C'est ce qu'on appelle le CUP syndrome, avec ces 3 articles qui s'affichent. Le squelette n'a pas l'exclusivité de ces CUP syndromes, cancer ecno-primitive site. Voyez que ça peut arriver ailleurs. Vous retrouvez le foie et vous retrouvez les adénopathies. C'est-à-dire que malgré tout, on n'en arrive pas à un diagnostic extrêmement précis. Donc, cette espèce de sens interdit va poser un sacré problème pour le traitement, puisque malgré tout ce que l'on aura pu faire, on n'arrivera pas au diagnostic. J'ai quand même isolé de manière un petit peu indépendante le nouveau venu dans les armes de diagnostic, qui est le PET scan. Et le PET scan, quand même, arrive, il était déjà dans la courbe tout à l'heure de l'équipe japonaise, le PET scan arrive à encore faire progresser le diagnostic, puisque, vous voyez, grâce à un PET scan, on est arrivé à faire le diagnostic de tumeur du poumon, du cancer, du tumeur du sein et de la thyroïde. Mais vous voyez, c'est des petits chiffres, hein, mais en tout cas, ça paraît quand même un petit peu intéressant. Le PET scan, donc, est à programmer, mais en Xème intention, en tout cas, après avoir demandé le scanner thoracique. Ceci me permet de vous proposer une conclusion intermédiaire. L'examen clé, vous l'avez compris, c'est le scan thoraco-abdominal que l'on peut obtenir honnêtement du jour pour le lendemain, voire le jour même, en décrochant son téléphone et surtout en ne passant pas, j'incite souvent auprès des jeunes internes, en ne passant pas par les infirmières. Il faut se mouiller et prendre son téléphone. La biopsie est programmée en RCP dédié ou en RCP et au bilan, au final, il vous restera 5% de primitif. Mais il y aura eu la biopsie qui aura au moins donné le type histologique, on vous aura donné adénocarcinome. Donc, on va pouvoir traiter comme si c'était un sein, un rein, un poumon ou une thyroïde. Donc, on pourra arriver un petit peu quand même à traiter ce type de patient. Voilà, vous avez bien compris que le scan était facile, pas cher et qui peut rapporter gros. Troisième objectif, troisième cible, on va traiter la maladie métastatique et le site tumoral. Tout ça en un fondu enchaîné. Il
faisant appel à toutes les spécialités. Vous voyez cette métastase révélatrice, elle n'était pas la seule, de l'odontoïde, était extrêmement inquiétante, et vous voyez qu'il faut vite décrocher son téléphone et appeler notre chirurgien préféré, qui est, vous le savez, je le dis à ceux qui viennent d'arriver dans le service, le docteur Eric Schmidt, qui est d'une grande disponibilité et d'une immense compétence. Donc, il va falloir traiter la maladie métastatique en sachant qu'il faudra traiter le site de la tumeur primitive, il faudra contrôler l'ostéolyse, puisqu'on est en pleine ostéolyse, et il faudra un traitement général. Je vous renvoie encore sur un de ces articles dans le bulletin du cancer de 2013. Alors, le contrôle de l'ostéolyse, il passe par le blocage de l'activité ostéoclastique, qui est du ressort de nos collègues rhumatos, qui prennent en charge aussi ce type de patients, ou de nos collègues cancérologues. C'est l'utilisation des biphosphonates, la Radial, le Castobal, le Zometa, point de suspension, ce n'est pas de ma partie, ou bien l'anti-RANG-L ou anticorps monoclonal, le fameux denosumab, d'ailleurs, qu'on utilise pour d'autres pathologies. Donc, il y a une prise en charge, j'allais dire, générale de l'ostéolyse et du traitement général. La décision pour traiter le site tumoral, elle va être collégiale. Elle va intéresser l'oncologue, le radiologue, le chirurgien, le radiothérapeute. C'est au moins la bande des 4 indispensable pour la prise en charge de ce type de patient. C'est donc le minimum, j'allais dire, vital d'une RCP dédiée. Il va falloir évaluer le pronostic global, pas global. Il y a peut-être l'anesthésiste qui a besoin d'être présent à ce niveau. Ça manque un petit peu dans nos RCP. Et puis, c'est fonction du site, os plat, os long, rachis. En fait, si on va un petit peu plus loin, on va s'apercevoir qu'on doit avoir dans cette décision une action concertée que je vais développer. Il va falloir introduire quelqu'un de nouveau dans ce partenariat. C'est le radiologue interventionnel, qui est là au moment où on va traiter le site tumoral. On a besoin de lui, on a besoin de son avis, c'est absolument important. On a besoin aussi d'un score pronostic, tout ça dans l'action concertée, et on a besoin de critères radiologiques préventifs de la fracture. Ça, c'est un point que je développerai parce qu'il est de notre responsabilité, à nous, chirurgiens orthopédistes, j'allais dire périphériques. L'action concertée, elle est évidente sur ce patient. Vous voyez qu'il y a une métastase vertébrale qui est plus qu'inquiétante, avec cette altération, cette pénétration dans la cavité médulaire, avec une compression médulaire, un patient qui était déjà neurologique, un risque majeur de fracture au niveau du fémur, sur une étiologie pulmonaire. Tout ça s'était révélé en même temps, ces 2 lésions se sont révélées en même temps. Vous voyez qu'il faut bien les gérer. Pour les uns, un acte chirurgical. Pour nous, cet enclouage avec la remarquable efficacité de la radiothérapie. Le radiothérapeute fait partie de la prise en charge de ces patients. Il fait partie donc de la prise en charge de ces patients extrêmement rapidement dans ce contexte. Voilà un exemple d'action concertée, au moins sur deux spécialités chirurgicales. Dans certains services, elle est mélangée et ils font tout fait la même chose. Ce n'est pas le cas chez nous, mais nos collègues neurochirurgiens sont vraiment la porte à côté au sens strict du terme. Radiologie interventionnelle. Eh bien, cette radiologie interventionnelle, elle est en plein développement, elle est discutée d'emblée et nos collègues radiologues peuvent avoir une action extrêmement intéressante, tant sur le plan de la douleur que de la prévention d'une fracture. Mais dans la prévention fracturaire, il faut être raisonnable. Et c'est intéressant pour ce type de lésion. On comprend que d'aller fourrager dans une odontoïde, ça ne va pas être facile, quoique nos collègues chirurgiens passent par la bouche et vont régler tout ça. Et voilà ce magnifique exemple de gestion de cette lésion que l'on a vue tout à l'heure. Et puis surtout, ils ont d'autres procédés qui sont en train d'être développés ici par l'équipe de Marie Faruche. C'est la thermocoagulation, dans laquelle ils ont un rôle curatif, c'est-à-dire par le froid, ils peuvent détruire, entre guillemets, la métastase et la renforcer par une cimentoplastie, comme vous pouvez le voir ici.
et comme cela s'illustre dans cet exemple, vous voyez aussi, où on a pu même redonner un certain volume à ce tassement vertébral par la cimentoplastie. Donc, vous voyez, avec un geste même, allez dire, mécanique. Mais tout ça, ça se discute. En ce qui nous concerne, les indications préférentielles de la radiologie interventionnelle sont le comblement épiphysaire et en particulier de l'acétabulum et en complément, je dis bien complément de stabilité sur un os long. Une cimentoplastie au sein dans une zone sous-trochantérienne ne consolidera pas et ne préviendra pas de manière efficace une fracture pathologique à ce niveau. L'exemple, par contre, est parfait ici. Il y avait une ostéolyse, vous voyez, sur l'acétabulum en zone portante, vous voyez le comblement, et il y avait aussi une ostéolyse cervicale, on a prévenu le tout, plus de la radiothérapie, par ce clou gamma. Voilà un exemple d'action globale. Score pronostic global. Alors, chaque fois qu'on est en présence d'un patient qui a une métastase révélatrice ou pas, on se demande à quel niveau on doit mettre la barre de l'acte opératoire. Est-ce qu'on peut proposer un acte opératoire extrêmement important, long, hémorragique, à risque infectieux, tel une prothèse massive, ou bien est-ce qu'il faut se contenter d'un geste, on va dire, palliatif, rapide d'utilisation, peu choquant sur le plan de l'anesthésie, rapide, enfin ainsi de suite. Alors on peut être aidé, et aidé seulement par certains scores pronostiques. Il y en avait un qui était japonais, qui s'appelait le score de Tokuhashi, et qui vient d'être remplacé par un score de Katagiri. Il est en ligne directe sur Internet, vous l'aurez très facilement. Il s'affiche ici en anglais, le voilà en français. Et il tient compte du cancer primitif, il tient compte de la présence de métastases viscérales, il tient compte de données biologiques, de statut clinique, de chimiothérapie et de la présence de métastases osseuses. Et il arrive à un chiffre de 10. C'est-à-dire que plus le chiffre est important, plus la métastase en première intention est grave et plus on aura tendance à proposer un geste invasif pour les petits chiffres, optimal et plutôt léger pour les chiffres qui sont élevés. Alors, il a l'intérêt d'avoir été validé par l'auteur lui-même. Vous voyez, en fonction des scores, les courbes de survie sont totalement différentes. Pour des petits scores, entre 0 et 3, vous avez les courbes de survie très plates. L'inverse étant vrai pour les scores entre 7 et 10. Donc, pour les petits scores, on aura tendance à effectuer des gestes invasifs, le contraire étant tout à fait vrai. Ceci a été vérifié par notre symposium. Vous avez des courbes strictement parallèles. Voilà, je n'ai pas écrit à M. Takagashi parce que Katagiri parce que je ne connais pas le japonais, mais quand il lira nos articles sur le TSR, il sera content de voir que son score est tout à fait validé. Alors, il n'est pas parfait ce score et il est bien sûr critiquable. Il donne un ordre d'idée. Il donne un ordre d'idée parce qu'il y a des items discutables. La croissance du primitif, elle est variable dans le temps. Je vous ai affiché à droite une courbe extrêmement importante. Ce sont des courbes de survie globales. Globales. C'est pour toute métastase osseuse confondue, quel que soit le traitement. C'est pour donner un ordre d'idée. En fonction du moment où a été fait le diagnostic. Et j'ai, de manière idiote, encadré le 2001-2005. C'est le 2011-2016 qu'il faut voir encadré. Vous voyez qu'avec le temps, avec l'amélioration de la maîtrise de la maladie générale, on a des courbes qui deviennent un petit peu plus plates. Le 2011-2016 est bien mieux que le 1981-2000. On a fait des progrès, nos collègues oncologues ont fait des gros progrès dans la maîtrise des maladies. L'item discutable, c'était la chimiothérapie. Pourquoi la chimiothérapie serait le reflet de gravité? Les scores attribués aux métastases paraît contestable. Ben, c'est sûr que si on a une métastase, une adénopathie, par exemple, associée à un cancer, une métastase révélative, c'est quand même moins grave que s'il y a en même temps une métastase cérébrale ou hépatique. Idem aussi, parce que ce n'est pas présent, c'est la notion de fracture pathologique et de caractère révélateur qui n'a pas été étudiée par cette série de Katagiri extrêmement importante. Et ces deux points, je vais les développer devant vous. La notion de fracture pathologique
et le caractère révélateur de la tumeur influent directement dans le pronostic. Alors, la fracture pathologique, ben, c'est évident sur ces courbes, sur ces 3 articles que vous avez qui s'affichent en bas. Je vous signale surtout celui en bas à votre gauche, qui est celui de Lefort, qui est remarquable et qui fait office de véritable Bible dans la prise en charge des fractures pathologiques des os longs. Il est multi-équipes, il y a des équipes scandinaves et des équipes italiennes. Vous voyez ces courbes qui ont été inscrites dans le cadre de symposium pour les 3 tumeurs principales. La fracture pathologique en elle-même, quelle que soit la localisation, est un facteur de mauvais pronostic dans le cadre de la tumeur primitive et bien sûr, ça va avoir un impact. Le caractère révélateur a été étudié, mais un peu rapidement par Takagi dans son article, et en tout cas, pour lui-même, la seule révélation, le seul caractère révélateur de cette métastase osseuse altère gravement le pronostic, que ce soit un poumon, pour l'inconnu, un peu moins pour le rein, la thyroïde et la prostate, mais en tout cas pour le poumon, ça altère grandement le pronostic. Conclusion intermédiaire numéro 3, le caractère inaugural d'une tumeur primitive par une métastase est un facteur de moins bon pronostic et la survenue d'une fracture pathologique aussi. Et quand vous avez les deux associés, on part avec beaucoup de retard et le pronostic est très grave. Traiter le site fracturaire après avoir traité la maladie elle-même. Eh bien là, je ne parlerai bien sûr que des os longs et je développerai 4 points déjà un petit peu annoncés. La métastase fracturée est révélatrice, donc il va falloir la gérer. On va évaluer le risque fracturaire, on va se mettre en amont. On va développer 2 points, insister sur 2 points. La métastase révélatrice est unique ou dans le cadre d'une oligométastase, c'est-à-dire le patient n'a que 1 à 2 métastases osseuses. Et puis, j'insisterai sur les tendances actuelles et futures de la prise en charge des métastases. Donc, je sors un tout petit peu du caractère du contexte des métastases révélatrices. Eh bien, si la métastase est révélatrice, comme cet exemple, il va falloir gérer la fracture avec une immobilisation provisoire, attelle, traction, fixation, mais en tout cas, accélérer au maximum pour arriver au diagnostic, donc se battre pour avoir un scan immédiatement, se battre pour avoir un PET scan, eu égard à l'inconfort, bien sûr, évident, de la patiente. Là, vous voyez, dans ce cas, j'avais choisi l'option d'un fixateur externe mis en place et de faire une biopsie. Là aussi, il faut organiser ça au plus vite. Alors, allez, 1, 2, 3 jours, je pense qu'on peut se battre et arriver au diagnostic. Lorsque on a cette fracture pathologique, il va falloir gérer la métastase. Là, on est arrivé rapidement au diagnostic de tumeur rénale. Vous le voyez sur le scan et vous le voyez sur le PET scan, avec le geste immédiat précédé, bien évidemment, d'une embolisation. Vous voyez donc, il a fallu se disputer. Il a fallu se bagarrer pour avoir nos collègues radiologues pour le diagnostic, nos collègues isotopistes pour le PET scan, trouver la place au bloc et trouver la place juste avant le bloc. Là aussi, il faut que ça marche en même temps pour faire une embolisation. Là aussi, il faut se bagarrer. Deuxièmement, il va falloir évaluer le risque fracturaire en prévention de ce qu'on ne devrait plus rencontrer. Et je vous renvoie à un article maintenant un petit peu ancien qui est celui de Mireels, qui a proposé, alors c'est j'ai oublié la date, je ne la vois pas écrite, en 2003. D'ailleurs, c'était avant l'ère du scanner, qui a proposé ce score avec ce risque potentiel de fracture pathologique face à une métastase révélatrice ou pas. Alors, vous voyez, il a divisé membre supérieur, membre inférieur et il a isolé les métastases péritrocancériennes. Ça vous donne un chiffre. À plus de 9, le risque est fort, il faut traiter préventivement. Inférieur à 7, le risque est faible. On peut traiter d'une autre manière, surveiller ou faire de la radiothérapie. Et entre les deux, le risque est intermédiaire. Voilà, ça traîne dans tous les manuels, ce critère de Mireels. En fait, dans le cadre du symposium, on s'est aperçu qu'il était certes sensible, qu'il n'était pas spécifique
qu'il avait une mauvaise valeur prédictive positive, alors qu'il avait une bonne valeur prédictive négative. On pouvait se dire non, ça ne va pas casser après cela. Donc, en tout cas, il est extrêmement critiquable. On peut augmenter sa pertinence pour le risque fracturaire si on adjoint des choses très simples que l'on peut obtenir rapidement, la CRP, l'âge, l'albuminémie et le katagyri. C'est-à-dire chaque fois que vous avez ces critères biologiques simples à obtenir, qui sont fortement positifs, comme vous pouvez le voir, eh bien, le risque fracturaire pour lui-même augmente. Donc, ça peut être une manière de proposer préventivement des gestes opératoires. Ou alors, lui adjoindre le scanner qui est venu maintenant remplacer. Je vous rappellerai que pour qu'on voit sur les corticales une ostéolyse importante, il faut qu'il y ait un pourcentage important justement d'ostéolyse, alors que le scanner devient extrêmement plus sensible et permet de prédire. Et je vous ai affiché volontairement une localisation du fémur proximal parce que c'est à ce niveau qu'il faut être extrêmement agressif, actif et préventif. La métastase peut être révélatrice et unique. C'est une notion moderne, là aussi, avec cet article qui est en ligne directe de Ratazuri. C'est l'équipe de cet hôpital scandinave qui connaît parfaitement bien cette pathologie. Eh bien, on peut gérer cette métastase révélatrice et unique comme on le fait pour une tumeur primitive, sous réserve, bien sûr, de l'extractibilité qui viendra de l'IRM que vous avez, qui s'affiche là, et les courbes proposées par cet article où on voit la courbe du haut, qui est bien plus plate que la courbe du bas. La différence entre les deux, c'est le geste qui a été une résection carcinologique dans la courbe du haut, une prise en charge standard dans la courbe du bas. Quatrièmement, pour insister, c'est la tendance actuelle, j'aurais dû mettre un S, et future, sur une chirurgie extensive vers une résection prothétique dès que on se trouve dans les meilleures conditions. C'est des gens qui ont des katagyries faibles, qui sont en bon état général, avec un minimum de métastases, avec un maximum d'espoir de vie. Eh bien, il faut avoir le plus tendance à avoir une chirurgie de résection avec mise en place de prothèses pour une diminution de la quantité de tissu tumoral. Je ne parle pas de résection carcinologique là. Je parle de diminution de la masse tumorale de fonction immédiate. Ceci me permet de vous proposer les deux conclusions finales de ce topo et avant d'écouter vos questions. La métastase révélatrice, ce n'est pas une circonstance exceptionnelle, ça se rencontre. Le contexte médical est orienteur, le sexe, l'âge et l'addiction. L'examen clé, c'est le scan. C'est un facteur péjoratif de la maladie cancéreuse. Ça n'empêche pas qu'il faut se battre. La biopsie de certitude devient évident. Le geste préventif sur les os longs, j'allais dire plus jamais ça. La diapo de gauche aurait dû faire l'objet d'un traitement avant d'arriver à la diapo du milieu et de mettre ce clou long. L'actualité, ce sont des gestes préventifs et extensifs. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous affiche en dernier ces références. Vous les aurez, mais elles sont moyennes, toutes un petit peu anciennes. Toutes les récentes, je vous les ai affichées. Terminons plutôt sur ces deux diapos de conclusion, un peu cliniques et un petit peu thérapeutiques. Voilà, merci. Qu'est-ce que je fais? Non, rien. Je suis là. Je peux vous aider. Donc, je vous rappelle comment on peut discuter. Vous ouvrez votre micro et quand on ouvre votre micro, on vous voit. Et Nicolas Bonnevial va participer à ce débat comme animateur. Allez-y. Donc, moi, je vais lancer un petit peu avec quelques questions. Donc, je te remercie d'avoir été diplomate avec moi puisque tu n'as pas montré de cas clinique de cancer de la prostate. Merci beaucoup. Et à l'époque, on disait que quand on avait une métastase isolée de l'humérus et qu'on ne trouvait pas le primitif, c'était de la plupart du temps un rein. C'est vrai, ça? D'ailleurs, l'exemple que tu as montré, c'était un rein. Oui. Donc, je crois que c'est les deux qu'il faut vraiment chercher. Le rein et le poumon. En général, ça passe par un bon scan et maintenant un PET scan. Oui, mais pour le rein, il n'y a pas d'autre exemple. Tu as du Larsen, là.
Oui, parce Comment on que le je suis trouve? pas loin Au scan, voilà. pas toujours le rein, c'est ça. Le rein reste dans les tumeurs qu'on ne trouve jamais. C'était ça Oui, l'idée que je voulais. mais alors je ne suis pas urologue, tu le sais. Je pense que pour le rein, comme examen complémentaire, en dehors d'imagerie, en dehors du scan et du PET scan, je ne crois pas que l'IRM soit plus porteuse au plan diagnostic. C'est à se renseigner auprès de nos collègues. En tout cas, c'est un challenge qu'on peut leur demander de relever. Y a-t-il, oui ou non, un cancer du rein? Après, j'ai une petite remarque. Les radiologues détruisent des cellules vivantes et actives et résistantes de cancer par du froid. Or, le froid ne détruit pas les cellules. La preuve, nous avons des banques de tissus, nous avons des banques du sperme et le froid, même à 196 degrés, ne détruit pas les spermatozoïdes. Donc, c'est le choc thermique qui les tue. Oui. C'est-à-dire quand on a une banque de tissus, on descend le froid petit à petit, degré par degré. Et là, c'est un choc. C'est-à-dire on les met d'emblée avec un froid très fort et ça fait éclater les cellules. Je Ouais. pense que c'est ça, parce que ce n'est pas le froid, ça se discute. Oui, oui, tout à On fait, va tout avoir à fait l'avis raison. de quelqu'un qui le fait souvent comme Aziza. Oui, voilà. Alors, l'équipe d'ici, là, s'est équipée maintenant d'aiguilles de thermocoagulation. Alors, ça elle coûte bien sûr la peau des fesses. Ils ont droit alors à un nombre précis de patients par an. Parce qu'on aura compris que sur le plan anatomique, il faut d'abord une étude balistique, de savoir où c'est qu'ils vont mettre leur aiguille et aussi où le froid va aller. On comprend qu'on ne peut pas trop refroidir une moelle épinière, sinon elle serait un petit peu fâchée avec la température. Ça aime plutôt le climat tropical à 37 degrés et pas le grand froid. Donc, en tout cas, je crois que le message à faire passer, c'est la présence au cours de ces RCP de nos collègues radiologues et vraiment leur activité. Alors, pour ce qui concerne Toulouse, on va rester très, très toulousain. On a peut-être besoin, mais il y a déjà des thèses qui se préparent dans le service de Sens Faruche. Il y a des thèses qui se préparent justement sur l'opportunité de ces différentes techniques et donc de leurs indications. Hein. Mais déjà, en ce qui nous concerne, il faut penser à nos collègues radiologues pour les métastases acétabulaires et pour… Ça lui a plu ou pas? Je ne sais pas, mais il n'arrête pas de venir devant. Moi, je vous présente le sushi. Est-ce que ça lui a plu? Oui, beaucoup. Mon topo. Voilà, nos collègues radiologues vraiment ont fait beaucoup de progrès, que ce soit Richard Aziza qui est à l'Oncopole et Marie Faruche qui est ici à Purpan pour travailler et vraiment apporter des solutions très, très intéressantes à nos patients. Et puis, on voit avec quelle difficulté on arrive à avoir des examens complémentaires, que ce soit en urgence ou même pour un malade avec n'importe quelle pathologie. Le scanner n'est pas tout de suite, l'IRM, et toi, il te les faut rapidement. Et donc, je sais que tu travailles beaucoup à ça et c'est très difficile. Il faut avoir une vraie coopération pour avoir l'examen le jour même ou dans les jours qui viennent avec des malades très anxieux. Oui. Et ça, je sais que tu te démènes beaucoup pour ça. Il faudra continuer. Parce que maintenant, tu vois, un simple EOS pour un bassin pour faire une planification de prothèse de hanche, on ne l'a pas avant 2 mois actuellement. Donc, toi, tu as besoin d'aller plus vite. Posez des questions là. Soyez pas timide, posez des questions. Vous êtes nombreux, vous êtes 42 officiels, plus 42 ceux qui sont dans la salle de réunion, tous ensemble. Il y a un truc PPR, ILM, ils sont nombreux dans la salle. Posez des questions. Moi, c'est Pierre à l'appareil, Pierre Mansat. Une question, Paul, quand on suspecte une métastase d'origine rénale, est-ce qu'il y a des précautions à prendre pour la biopsie, en sachant que l'on sait que ces métastases sont souvent hypervascularisées? Question bien sûr pertinente. D'abord, il y a à se rendre compte avec nos collègues radiologues de la densité de la métastase. Pour peu qu'en plus on ait eu la chance, si on peut dire, d'avoir une IRM, c'était le cas que je vous ai montré, l'IRM montrait qu'il y avait d'emblée une hypervascularisation. Donc quand on a une métastase, et c'est souvent le cas des métastases rénales qui sont certes hypervascularisées avec en effet le geste préventif, préalable, et elle est souvent très lytique et très envahissante dans les parties molles. Ça fait partie des caractéristiques sémiologiques des métastases rénales.
Et donc, en effet, il faut être éventuellement, avoir le nez et se dire préventivement, je fais l'embolisation. Si on est on n'a pas tout ça, et qu'on a un petit peu la crainte, moi, ce que je conseille, alors ça vole pas très haut, c'est extrêmement pragmatique, c'est dire à votre infirmière, le jour où vous faites la biopsie au bloc, vous préparez un bol de ciment, tant pis, on le jettera s'il n'est pas utile. Vous préparez un bol de ciment, et si pendant que vous faites la biopsie, vous apercevez de la catastrophe, à toute vitesse, elle vous prépare du ciment, et vous colmatez la brèche par du ciment. Voilà. Certains C'est un radiologues, petit truc. C'est une recette un peu de cuisine. Hein. certains radiologues proposent de faire des ponctions à l'aiguille. C'est bon ou c'est pas bon? C'est suffisant? Alors, le problème de ces ponctions à l'aiguille, c'est qu'il faut quand même une certaine quantité de tissu. Alors, on peut avoir de la chance d'attraper une bonne quantité de tissu parce qu'ils ne peuvent pas prendre grand-chose et que le médecin anatomopathologiste puisse l'isoler. Dans les prélèvements pour les métastases, il a deux orientations. Donc, il lui faut deux quantités, deux petits morceaux de tissu. Un pour le morphologique, dans lequel il colore avec le HMS, là. Il fait plusieurs colorations, donc il lui faut quand même 3, 4 à 5 prélèvements qu'il peut colorer. Et ensuite, il fait de l'immunohistochimie. Et comme il n'a pas de diagnostic d'orientation, il va falloir qu'il fasse 3 ou 4 immunohistochimies. Il fera poumon, qui est une immunohistochimie spécifique, rein, poumon, thyroïde, donc il lui faut des matos. Et si on ne lui en donne pas beaucoup, il ne peut pas répondre. Voilà. Alors, c'est mal vécu, bien évidemment, par tout le monde, et y compris d'abord par le patient à qui on dit « Ah ben brave monsieur, on vous a fait une ponction qui n'a pas été très agréable, bien sûr, et là, on n'en sait pas assez, il faut reprélever. » Voilà. Donc, vous voyez, ça demande quand même une petite approche à tout point de vue, y compris psychologique vis-à-vis du patient à qui on dit « Monsieur, il faut recommencer. » D'autres questions? Lancez-vous. Tu as d'autres points sur lesquels tu voudrais appuyer? Non, je crois avoir appuyé un petit peu fort. On a des exemples dans le service caricaturaux et qui vont démontrer que j'en ai un à l'heure actuelle. Corentin doit être là. Il a vite compris de qui je parle. Cette dame, elle tousse, elle a maigri de 10 kilos, elle se casse le fémur en allant voir sa mère à Marseille. On lui fait une radiographie, on lui met un clou gamma. Ils n'ont pas fait de biopsie à Marseille. On lui fait un clou gamma. Elle dit « Ah, j'ai mal au mollet de l'autre côté. » On fait une radiographie du mollet simple, hein, et il n'y a plus de péroné qui a disparu. Et on fait un scan thoracique, et il y a une énorme tumeur. Voilà. Et elle a maigri de 10 kilos. Et notre Claudine nationale m'a dit « Oup, je ne te la mets pas sur une table, même préventivement, parce que la pauvre femme… Voilà, hein, voilà, vous avez un exemple caricatural dans le service. L'autre exemple, c'est le monsieur pour lequel on a fait un pansement pour une amputation du bras, qui est caricatural dans les deux sens, lui d'ailleurs, hein, dans une mauvaise prise en charge initiale. Puis après, le Covid est passé par là et on est arrivé à l'extrême. Chose qu'il faut éviter au maximum dans le cas de métastases. L'amputation doit être prévenu. Hein, c'est une chirurgie de confort. Hein, mais vous voyez, avec la maîtrise de la maladie, dans le principe, le paradigme qui était utilisé autrefois, qui était le principe du confort du patient, pour lequel on n'interférait pas sur l'histoire naturelle, hein, eh bien, ce paradigme change de plus en plus et va certainement changer vers un principe non pas curatif, mais de rémission, c'est-à-dire on va pouvoir apporter les gens avec une rémission la plus longue possible. Et pour, par exemple, un cancer non, je ne le dis pas. Non. Je ne le dis pas. Bon. Voilà, point. Voilà. Alors, pour les plus anciens, on se rappellera que la base un petit peu de la chirurgie de la métastase osseuse en France a été posée par Duparc. C'était il y a dans les années 80-90. Parce qu'autrefois, une métastase osseuse, on me donnait de la morphine et on attendait que ça passe.
Voilà. Alors que Duparc, dans un rapport qui a jeté les bases de cette chirurgie, a montré l'importance d'une chirurgie. Alors, à l'époque, il n'y avait pas encore les clous gamma, c'était des grandes plaques avec du ciment, tout ça, ça a évolué. Ça a bénéficié des progrès, bien sûr, de l'ostéosynthèse, du foyer fermé, ainsi de suite. Le gamalon, enfin, les principes d'ostéosynthèse identiques, gamalon ou les autres, sont d'un apport majeur dans la chirurgie préventive au niveau des fractures fémorales et du traitement des fractures pathologiques du fémur métastatique. Les grandes prothèses massives, qui sont maintenant d'utilisation immédiate, vous les avez au bloc, peuvent être posées très, très rapidement. Voilà. Mais là, vous voyez, dans la pose d'une prothèse massive, et ça ne ressort pas encore dans les classifications, c'est un petit combat là que je suis en train de mener au sein de ce groupe. Il faut absolument la présence de l'anesthésiste pour donner, pour donner l'avis sur l'importance du geste que l'on peut réellement indiquer pour tel ou tel patient, tout étant affaire de cas particuliers. Oui, j'avais une petite question moi également, parce que les thèses ont bien progressé, on en est tous conscients, et notamment les systèmes centromédulaires. Mais en ce qui concerne le membre inférieur, on s'aperçoit que malgré tout, les zones ostéolytiques ne permettent pas d'assurer une mécanique suffisante, parfois de manière pérenne. Donc on se retrouve avec des clous qui sont positionnés avec une ostéolyse majeure autour et des patients qui sont en appui, mais qu'un appui qui n'est pas quand même complet et des symptômes douloureux qui persistent. Donc, y a-t-il d'autres alternatives ou comment peut-on améliorer? Oui, question difficile là aussi, pour lequel certainement il faudra rétrospectivement, il faut dans un premier temps rétrospectivement critiquer l'indication opératoire initiale. A-t-on laissé passer l'occasion d'une résection plus importante de la zone métaphysaire? Je parle surtout du fémur proximal, notamment lorsqu'on a des métastases sous-trochantériennes. Est-ce qu'on n'a pas passé l'occasion? Enfin bon, on est devant le fait accompli. On a mis un clou sur une grosse ostéolyse. Il est capital d'avoir de la radiothérapie derrière. Peut-être qu'il faut réfléchir aussi à, en paire opératoire, en plus de mettre le clou, de faire une cimentoplastie que je qualifierais de directe. Ne pas oublier d'adresser rapidement le patient à l'oncologue ou à la rigueur au rhumatologue, on les a à côté, pour la mise en route d'un traitement maîtrisant l'ostéolyse, type anti-RANK L ou biphosphonate. Voilà, donc c'est une question difficile et souvent, rétrospectivement, en voyant des dossiers, y compris bien sûr les miens, je me suis dit, là, tu as manqué de culot pour en faire un petit peu plus. J'ai bien sûr des dossiers très, très précis, ce qui m'a conduit à reprendre les patients parce que, par exemple, ils ont cassé leur clou de fémur. Alors ça, c'est l'évidence même de l'erreur d'indication opératoire au début, d'avoir été un peu frileux, de ne pas avoir été complet et d'aboutir à cette complication. Voilà. Mais la question reste en suspens et elle est plutôt à voir. En fait, c'est aussi une des conclusions, bien sûr, de notre symposium, qui était un état des lieux actuel et qui a conclu aussi à ça, être de plus en plus téméraire pour proposer des gestes importants. Alors, bien évidemment, attention à ces gestes, parce qu'il est clair que ce sont des patients qui sont sous chimio, sous immunothérapie, sous médicaments un petit peu forts, qui sont fragiles, dénutris, enfin ainsi de suite. Attention, bien sûr, à l'infection sur prothèses massives, qui deviennent des catastrophes. On le comprend et de manière tout à fait évidente. Donc, vous voyez, la limite entre tout là est vraiment difficile à trouver. Hein. Mais certainement qu'il faut être plus complet, comme je vous l'ai dit. Bon, bien plus qu'il n'y semble plus y avoir de
Nous allons donc conclure cette réunion d'ODEST en remerciant Et on se voit dans une semaine. voilà, le professeur Paul Bevial qui sera encore sur la toile la semaine prochaine. Merci et au revoir à tous. Bonsoir.